L'électrochoc a eu lieu lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2025. La direction de Fiserv a non seulement abandonné ses prévisions annuelles, mais a surtout admis que la performance récente de l'entreprise était une illusion. Donc le PDG, Mike Lyons, a révélé un fait marquant, à savoir sur les 16% de croissance affichés en 2024, 10 points provenaient directement de la situation d'hyperinflation en Argentine, un facteur non durable qui masquait une réalité bien plus modeste. Donc, l'Argentine à elle seule expliquait 62% de la croissance de cette compagnie en 2024, ainsi que les années précédentes, 2023 également étant inclus. Donc, la croissance organique réelle, c'est-à-dire celle générée par les propres activités de l'entreprise, se situait en réalité dans une fourchette bien plus faible si on élimine ici les éléments extraordinaires comme l'hyperinflation en Argentine. Donc, cette situation a été aggravée par des décisions passées. Pour embellir les profits à court terme, excusez-moi, certains investissements cruciaux avaient été reportés. Aujourd'hui, l'entreprise en paie le prix, reconnaissant que cela a limité, et je cite, cela a limité notre capacité à servir des clients de manière excellente. Donc, le symptôme le plus visible est la contre-performance de sa division Financial Solutions, historiquement un pilier de stabilité qui a affiché une décroissance de 3%. Et je tiens à vous dire que dans ce segment-là, en fait, il n'y a pas de logique derrière le moins 3%. Mis à part le fait que les clients se plaignent énormément. Et moi, j'ai bien apprécié le ton, le narratif du nouveau PDG. Il est là depuis 6 mois, c'est son premier trimestre complet. Et vous allez voir ici qu'il a pris des décisions fortes parce qu'il est arrivé. Son premier conference call, je pense qu'ils avaient réduit les attentes de l'année 2024, le temps que l'audit se soit terminé ici. Et une fois qu'il a eu toutes les informations, il vous les a balancées. Il n'a rien caché du tout. Moi, j'aime ça. C'est un arrêt, même si le prix de l'action s'effondre littéralement, c'est un narratif qui, moi, me plaît. OK? Ce qui me pousse généralement ici à être très précautionneux, très, je dirais, très suspicieux de manière générale sur la croissance. Qu'importe l'entreprise. Je veux toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on a une croissance derrière. Évidemment, parfois, vous pouvez bien vous poser ces questions-là, mais si le langage est lui fermé, vous n'aurez pas ces informations-là. Parce que l'Argentine, je ne savais pas que c'était aussi, ça pesait autant dans les résultats. Oui, ils ont mentionné l'Argentine dans les rapports annuels, de manière générale. Mais on ne vous donne pas de pourcentage. On vous parle des risques en Argentine, etc., comme dans d'autres pays, mais on ne vous parle pas de pourcentage. Donc, face à cette crise de crédibilité, Fiserv va opter pour la thérapie de choc. La stratégie baptisée One Fiserv repose sur 2 piliers majeurs. Un investissement massif et renouvelable, un investissement massif, d'accord, et un renouvellement complet de l'équipe dirigeante. Et je suis bien d'accord avec ça, parce que le PDG n'a pas voulu continuer à travailler avec des personnes qui avaient, qui avaient trempé dans cette manipulation-là, ou bien qui n'avaient pas été honnêtes envers les investisseurs dès le départ. Jusqu'au du directeur financier au président du conseil d'administration. Poup, à la porte. Et ça, c'est une très bonne décision. Moi, je commence à apprécier le PDG en question. Parce que, comme je l'ai dit, il a dit les choses de manière crue et violente. Donc, d'une part, l'entreprise peut compter sur son joyau, la plateforme Clover, destinée aux petites et moyennes entreprises. Donc, celle-là, elle continue d'afficher une santé insolente avec une croissance de près de 26%. Clover est au cœur de sa stratégie de reconquête et représente le principal moteur de création de valeur dans le futur. Et je mentionne une chose. La partie Financial Solutions, c'est une partie très stable et mature où ils ont un avantage concurrentiel énorme. D'accord? C'est un peu comme le système d'exploitation des banques. Le risque ici, c'est que
aux États-Unis, il y a une consolidation du secteur bancaire, même s'il y a encore des centaines, des dizaines, enfin des milliers de banques aux États-Unis, individuelles, d'accord? Pas des milliers de succursales, je parle des milliers de banques. OK? Donc, il y a une consolidation de ce segment-là. Donc, quand il y a consolidation, bah, on ne va pas payer les mêmes coûts pour le même système d'exploitation. Avant, deux banques qui n'étaient pas ensemble, c'était 100 $, 100 $. Maintenant qu'on fusionne, ça devient 100 $, point. Bon, ça ne sera pas 100 $ exactement, mais vous comprenez le principe derrière. C'est un peu comme avec AMT, American Tower. Quand il y a une fusion, quand il y a une consolidation du secteur des télécoms aux États-Unis, ce n'est pas bon pour leur business. Parce que là où j'avais 4 opérateurs qui payaient pour la location des tours de télécom, je me retrouve à avoir 3 opérateurs. Et donc, leur pouvoir de négociation devient plus élevé. D'accord? Donc, d'autre part, et c'est peut-être le signal le plus fort envoyé au marché, Fiserv s'est doté d'une direction de calibre international. Des figures reconnues venant de JP Morgan, Stripe, ou même, on a même un ancien PDG ici de la Banque Royale du Canada, ont rejoint les rangs. Donc, cette équipe d'experts de classe mondiale est perçue comme un gage de rigueur et d'exécution pour mener à bien ce délicat redressement. Cependant, ce grand nettoyage aura un coût et il sera élevé. La direction a été claire. L'année 2026 sera une année de transition. Il faut s'attendre à une croissance quasi nulle et à un bénéfice par action en légère baisse. Pourquoi? Car Fiserv va investir massivement. Près de 1,8 milliard de dollars pour moderniser ses plateformes technologiques, améliorer son service client et corriger les erreurs du passé. Ce pari audacieux comporte des risques évidents. Donc, le premier est celui de l'exécution. Un plan aussi complexe pourrait ne pas produire les effets escomptés. Le second est la patience des investisseurs. Après avoir perdu leur confiance, la direction n'a plus le droit à l'erreur. Toute nouvelle déception pourrait être lourdement sanctionnée en bourse. Donc, les profits à court terme sont donc sacrifiés sur l'autel d'une ambition à long terme. Redevenir, donc l'ambition ici, c'est de redevenir un générateur de croissance durable avec une progression à 2 chiffres de ses bénéfices à partir de 2027. L'histoire récente de Fiserv est une puissante piqûre de rappel pour quiconque s'intéresse à la santé d'une entreprise. Elle démontre que des chiffres de croissance impressionnants peuvent parfois masquer des faiblesses structurelles profondes. Apprendre à lire au-delà des gros tics et à questionner la qualité et la durabilité des revenus est une compétence essentielle pour évaluer la véritable valeur d'un investissement. Un succès fondé sur des facteurs exceptionnels est souvent éphémère. Une performance bâtie sur des fondations solides et des investissements constants est, elle, la clé de la prospérité à long terme. Maintenant, au niveau des chiffres, on va se dire une chose. Moi, je vous dis direct, Fiserv ne va pas disparaître. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Quand j'achète une entreprise, j'aimerais déjà qu'elle puisse être capable de rapporter la même chose qu'hier. C'est la première chose, c'est la raison pour laquelle je suis toujours prudent avec les chiffres. OK? Aujourd'hui, on me demande de payer près de 70 $ un business qui pourrait me rapporter aux alentours de, disons, 8,80 $ l'action. On en aura moins cette année et moins en 2026. Mais il y a de fortes chances que l'entreprise revienne sur les 80 $, les 8,80 $ l'action. OK? Donc, basons-nous à 8,80 $. 8,80 par rapport au prix actuel, donc 71, on tombe aux alentours des 12% de rendement. Maintenant, soyons méchants. Disons que c'est une entreprise, tant qu'elle ne montre pas des signes de reprise, quand je dis même reprise, de stabilité des marges ici, croissance à double chiffre, tant qu'elle monte ou bien à un chiffre supérieur, mid-single digit, ok? Non, c'est vraiment à high single digit, on va le dire, c'est ça. Donc, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus des 5% ici, mais en dessous, entre supérieur à 5%, mais inférieur à 10%. OK? Donc, ça peut être que 9,99 ou 5,01. D'accord? Tant qu'elle ne démontre pas une croissance pareille à long terme,
ça va être compliqué. Enfin, sur les mois à venir, ça va être compliqué. Le marché aura tendance à payer une quinzaine de fois les bénéfices. Aujourd'hui, vous payez combien? 8 fois les bénéfices. Vous payez moins de 8, on vous la propose à moins de 8 fois les bénéfices. Hein? Et si tu vas regarder le marché de cette entreprise, en réalité, il n'est pas en décroissance, au contraire, il est en croissance. Le problème, c'est qu'il y a les barrières à l'entrée ne sont pas élevées. C'est pour ça qu'il y a énormément. Avec 1 milliard, tu peux rentrer sur ce marché-là. Mais le véritable avantage, c'est l'échelle, l'envergure, la taille. Parce que le combat sera au niveau de celui qui peut proposer le plus de services possible, le moins cher possible. Et qui d'autre que celui qui a le plus de volume en termes de payment processing ici. D'accord? Et dites-vous ici que plus les volumes sont élevés, plus ça gagne de l'argent. Et donc, ça c'est sur la partie merchant, hein, parce que la partie Financial Solutions, je ne m'inquiète pas pour elle. Elle va avoir tendance à revenir sur le devant de la scène. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est sur la partie merchant où elle est en concurrence avec des Adyen, des Stripe, des Shift4, des Global Payment. Et vous allez remarquer que tout le secteur de manière générale est en berne. Donc pour moi, c'est souvent un signe positif. Parce que je ne pense pas que tout un secteur soit bazardé pendant très très longtemps. Ne m'écoutez pas. Et je tiens à dire une chose, afin que ce soit très clair. J'achète du Fiserv. Ah oui, moi j'adore les couteaux qui tombent. Ne vous inquiétez pas, même si Fiserv va à zéro, je ne me retrouverai pas à la rue. C'est une question de pondération dans son portefeuille. Mais c'est ça. J'achète du Fiserv. Et ne vous attendez pas à ce que je vienne vous faire des mises à jour Fiserv matin, midi et soir. Si vous choisissez d'y aller, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences calls et chacun prend sa décision d'achat. Rappelez-vous d'une chose, le plus important, c'est de comprendre ce que l'entreprise fait. C'est à ce niveau-là que se trouve la valeur. C'est uniquement en sachant, en comprenant ce qu'elle fait que vous allez pouvoir détenir, vous allez pouvoir acheter ou pas cette compagnie pour le long terme. Si vous ne comprenez pas, n'achetez pas. Je vous dis bien, si vous ne comprenez pas, n'achetez pas. OK? So, premier niveau ici, on va se dire qu'on remonte à peu près, ça sera à peu près aux alentours de 132 $ à l'action. 132 $ à l'action, moins la dette nette. Je la mets ici. 132 $ moins la dette. La dette nette sera élevée ici aujourd'hui, sera un impact 132 moins 52 ici. Ça donne combien? 132 moins 52. On tombe aux alentours de 80 $ à l'action. Ça, c'est le premier niveau. En réalité, même le premier niveau est même très bas parce qu'il correspond à moins de 10 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, on sera au moins à 85, 88 $ à l'action. Donc, plus bas, c'est 88 $ donc l'action. Donc, c'est très intéressant en date d'aujourd'hui. OK? Le deuxième, ce serait de revenir à des niveaux corrects. Je pense que cette compagnie va récupérer 10 $ de bénéfices nets dans les années à venir. Sans compter cela, ça sera couplé avec des rachats d'actions. Oui, on va investir 1,8 milliard, etc. Mais mentionnez une chose, c'est un business qui génère au prix actuel, avec le nombre d'actions qu'elle a, elle peut générer aux alentours de, en termes de free cash flow, donnez-moi juste un instant ici, aux alentours de 5 milliards par là. On me demande de payer 5 milliards un business pareil. Après, je pourrais ajuster ça à ce niveau. Nombre d'actions 564, 564 multiplié par 8, multiplié par 8,8 à peu près, a donné 5 milliards par là. Donc, c'est 5 milliards. Et donc, elle peut racheter ses actions avec. Et il y a de fortes chances qu'elle le fasse. Donc, je comprends à peu près les craintes du marché. Ça ne fait jamais plaisir de se faire dire ici que, en réalité, la croissance qu'on avait était une illusion. Oui, c'est une vraie croissance. Hein. Ils n'ont pas dit que la croissance était fausse. Attention. Mais elle était majoritairement, l'explication venait majoritairement de l'hyperinflation en Argentine. Or, ce n'est pas durable. Si on enlève cette hyperinflation-là, si on ajuste, on a une croissance ici de 5% par là. Or, le marché l'achetait pour une croissance à double chiffre. D'accord? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la croissance va revenir? Moi, ma réponse est clairement oui. Mais je vous dis, c'est un business qui n'est pas facile à comprendre. Hein. Donc, prenez la peine de comprendre c'est quoi le segment merchant. Pourquoi est-ce qu'il est important? Quelle est la différence avec les différentes autres entreprises ici? Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur de manière durable ici à long terme? Questionnez le réseau de distribution. Après, j'en ai trop dit. D'accord? Bref, je suis acheteur de Fiserv et on se donne rendez-vous quand elle trouvera du pétrole. Alors, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez
tous les éléments nécessaires ici pour adhérer au Top Premium Infinity. Je rappelle que le Top Premium Infinity est ouvert jusqu'au 30 du mois de novembre et j'augmente les prix tous les jours à chaque fois qu'on fait un live. Et on en aura un aujourd'hui. Justement, le live va porter sur ce qu'on appelle pourquoi est-ce que, disons, on va parler de quand vendre une action. En réalité, ça se passe aujourd'hui. Vous pouvez retrouver la playlist ici. Je ne sais pas quand tu vas écouter cette vidéo-là, mais voilà. Va à l'onglet playlist, etc. Va regarder ça à ce niveau-là. Bref, pour moi, je mettrai à jour dans le deuxième niveau ici. Comme je l'ai dit, on reviendra aux alentours de 10 fois $10 l'action. Donc, 20 fois les bénéfices. Donc, ce serait déjà une bonne chose de revenir à une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, ça fait 189 moins 50, moins à peu près 189 ici. 189, moins on avait à peu près $50 de dette nette ici, si ma mémoire est bonne. $54, je vais juste vérifier. Moins $52 plutôt. Ce n'est même pas encore ajusté. Moins $52, c'est pas plus grave que ça. Elle a assez de cash à moi pour rembourser la dette. Donc ça fait $137 l'action. Et donc, le rachat d'actions aura un effet bénéfique sur le bénéfice net par action. Mais comme je l'ai dit, surveiller les marges, questionner l'exécution du management. Mais pour le moment, moi j'aime bien ça. J'aime quand un management dit les choses comme il faut. OK? Donc c'est un langage qui, moi, me plaît. Et j'ai les nerfs solides pour continuer à acheter cette compagnie. Donc tant qu'elle va se négocier en dessous des $80 l'action, je serai là. D'ici là, portez-vous bien. Laissez-moi savoir en commentaire qui détient du Fiserv. À quel prix vous l'avez acheté? Quel est votre comportement en date d'aujourd'hui? Et comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, hein, vous pouvez également patienter et voir l'évolution avant d'agir. Mais cette compagnie ne se va pas se négocier à ce prix pendant très longtemps. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Ne me prenez pas, je peux me tromper. Hein, et je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper ici. D'accord? Merci, au revoir.